Bonjour, donc comme promis, nous allons entamer donc un aperçu général sur Node.js. Et donc pour cela, la première des choses à faire, c'est de l'installer. Donc installer Node.js, ben, il suffit d'aller sur le site et donc la première page qu'on trouve, c'est pour le download. Et donc ici, en fonction de votre système d'exploitation, ben, il va vous choisir la version qu'il faudrait installer. Euh, En général, donc, on installe la version LTS, Long Term Support, mais vous pouvez installer la dernière version, donc ça ne changera pas grand-chose puisque là, on est dans le stade de l'apprentissage et du développement. Donc, sinon, vous allez vers autre choix et puis vous avez plein de possibilités pour installer selon votre système d'exploitation, donc les plateformes Windows, Mac et Linux. Eh ben, il faut savoir aussi que ça s'installe sur les, je sais pas, les Raspberry Pi, etc. Donc, sur les petites. Et puis, vous avez plein de documentation ici. Donc, cet aspect, je ne vais pas le traiter. Je suppose que tout le monde va pouvoir y arriver. Donc, en suivant les instructions, pour Windows surtout, c'est vous téléchargez, vous exécutez, donc vous téléchargez le MSI, vous exécutez suivant, terminé. Et donc, surtout, n'installez pas donc il y a une page dans laquelle donc on vous demande d'installer des outils dans lesquels il y a Chocolaté. Donc là c'est pour le développement très avancé avec Node.js. Donc et si vous cochez ça, ça va prendre beaucoup de temps au niveau de l'installation. Donc je vous avertis, il faut pas cocher ça. Donc sinon quand vous l'aurez installé, ben tout simplement il faut aller vers votre terminal. Et puis, donc ici, vous allez pouvoir avoir ici deux commandes, même plus, mais les deux les plus importantes, c'est la commande Node. Et donc ici, on peut lui demander quelle est la version qui est installée ici. Donc vous voyez que j'ai la dernière version, 19. Et puis, vous avez npm-v. Alors, ce sont deux commandes très importantes. Ici, Node, c'est ce qui va nous permettre d'exécuter nos programmes Node.js. Hein. Et puis, npm, c'est Node Package Manager qui va nous permettre d'installer les dépendances pour nos applications. Donc ici, pour Node, si vous faites ici Node, tout simplement, eh bien, vous entrez dans le mode interactif de la commande Node. Et vous pouvez donc ici, c'est un peu comme la console au niveau du browser. Donc vous pouvez déclarer des variables, var a égale 90, a plus 89 égale 179, etc. Donc on peut exécuter des choses directement ici. C'est ce qu'on fait très rarement. Donc ici, ce qu'on devrait faire, ce qu'on va faire en général, c'est Node, et puis on va écrire le chemin vers le point d'entrée de notre application qui va s'appeler, ça va être un fichier index.js, app.js, qui se trouve bien sûr ici dans le dossier courant. Mais sinon, donc voilà, donc ici, la plupart du temps, c'est ça. Et après, avec npm, eh bien, on va pouvoir installer des dépendances, des packages qui ne sont pas inclus dans l'installation de Node. Alors, quand on installe Node.js, eh bien, si vous allez dans la documentation, vous avez pas mal de choses qui sont installées directement. On appelle ça des modules. Et donc, ces modules, vous avez de la documentation pour tous ces modules. Et donc, on va pouvoir tester tout de suite pour voir un peu. Vous voyez ici que donc, les modules, ils peuvent pas, en général. Donc, vous allez trouver ça. Donc, ça va pour les modules qui vont utiliser des fonctions asynchrones, c'est-à-dire qui vont exécuter des tâches dont le résultat va se produire dans le futur. Et bien là, donc on va utiliser donc des promesses, le système, enfin les promesses ou les callbacks. Et on va trouver deux versions pour toutes les fonctions. Une version utilisant les promesses et une version utilisant les callbacks. Donc la fonction à appeler quand le résultat sera disponible. Et puis on va aussi trouver donc des appels pour les mêmes fonctions des fois
qui vont être asynchrones, c'est-à-dire j'appelle et j'attends. Et là, on va bloquer, mais donc c'est ce qu'il faut jamais faire. Mais quand même, on a ces fonctions. On peut les utiliser dans certains cas particuliers, surtout au niveau du développement. Alors, pour pouvoir commencer donc, à utiliser Node.js, eh bien, tout simplement, on va aller dans un dossier quelque part. Donc, moi, je suis ici dans le dossier node_001 et on va créer un fichier qu'on va appeler app.js. Et dans ce dossier, ben, on va écrire console.log hello Node.js. Et on va pouvoir exécuter notre programme ici en exécutant node app.js. Voilà, donc vous voyez ici hello world, hello Node.js. Ça veut dire, alors ici déjà, donc ce qu'on va comprendre, que console, il s'agit d'un objet qui est intégré dans Node.js. C'est un objet global auquel on va pouvoir accéder, quel que soit le fichier dans lequel nous sommes. Ici, nous sommes dans un fichier qui est le point d'entrée de notre application. On verra plus tard que une application, ça ne va pas consister en un seul fichier. Donc, on va éclater ça en plusieurs fichiers. On appelle ça des modules. Et ces modules, on peut les inclure et donc les utiliser en fonction du besoin. Donc, alors maintenant, donc ça, c'est un, comme je viens de dire, c'est un objet global. Si je reviens à la documentation et vous allez ici dans Globals, eh bien, vous allez trouver pas mal d'objets qui sont globaux. Alors, parmi lesquels, par exemple, ici, vous avez c'est pas vraiment des constantes parce que ils dépendent du contexte de leur utilisation, du module dans lequel ils sont en utilisation, c'est-à-dire du fichier dans lequel ils sont utilisés. Si je reviens ici et je fais ici console.log et je lui dis ici underscore dear name, alors est-ce que c'est bien ça? Et donc ici, si j'exécute, logiquement, il va me donner le chemin user, services, documents, demo, etc. Si je lui dis ici file name, eh bien, il va m'afficher. Et donc, à chaque fois que vous êtes à l'intérieur d'un module, vous avez accès à ces deux, on va dire, pseudo-constantes qui vont permettre d'avoir le nom du dossier dans lequel vous êtes et le nom du fichier dans lequel vous êtes en train d'écrire, c'est-à-dire le nom du fichier du module. Ici, dans notre cas, c'est app.js. Alors, encore parmi d'autres, donc ici, des choses qu'on connaît. Alors, on va retrouver par exemple le fetch. Ça, c'est une API qu'on a dans le browser. Et donc, on voit ici, c'est juste pour que vous voyez un peu au niveau de la documentation, qu'on vous dit que fetch ici, il est toujours en mode expérimental. Et parce que fetch, il est utilisé maintenant intensivement au niveau du browser. Et on aimerait bien avoir aussi au niveau de Node.js. Alors ici, donc c'est une API, hein, donc c'est une API, donc on voudrait bien l'implémenter. Fetch, c'est un client web qui permet de faire des requêtes HTTP. Et donc, on voudrait avoir la même API, que ce soit qu'on est sur le browser ou qu'on est sur le serveur. Alors attention ici, donc on voit que c'est expérimental. Ça veut dire que donc par défaut, c'est pas activé, il faut l'activer. Mais en général, donc quand c'est expérimental, il faut pas toucher, sauf si vous voulez tester. Donc voilà ça pour la documentation. Maintenant, encore d'autres éléments. Donc si je reviens toujours sur Globals, parce qu'il y a des choses qu'on connaît déjà, qu'on utilise au niveau du browser, au niveau des API du browser. Par exemple, ici, cet intervalle, c'est timeout, etc. Eh bien, c'est exactement pareil. Donc ici, c'est toujours du JavaScript. Donc ici, je définis ici une variable let count égale 0. Et je fais ici set intervalle. Et là, je passe une fonction. Et dans ma fonction, je vais faire quelque chose. Et ça, quelque chose, je veux le faire chaque seconde. Alors, le quelque chose que je veux faire, je vais tout simplement faire console.log et je vais incrémenter mon count. Et donc, si j'exécute maintenant mon programme, ici, eh bien, on va voir ici que ça va
m'affiche donc à compter indéfiniment. Donc si je pars maintenant, ça va continuer à compter les nombres. Bien sûr, donc ici pour arrêter, CTRL-C. Moi, je veux arrêter, par exemple, donc je fais ici const et je récupère l'ID du timer. Donc timer ID égale. Et je peux utiliser set timeout. Alors, set timeout, ça permet d'exécuter une tâche exactement comme dans cet intervalle, mais ça exécute une seule fois une tâche après un certain délai. Et donc ici, pour moi, mon délai, c'est, donc je vais mettre ici après 4 secondes, 4000 millisecondes. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire ici, alors je vais enlever carrément les parenthèses ici, clear timeout, clear intervalle plutôt, puisque ça c'est intervalle. Et je lui passe ici le TID. Et donc là, si je compte, alors là, il va compter pendant 4 secondes et il va s'arrêter automatiquement. Voilà. Et donc voilà, la 4e seconde, donc il s'arrête et donc il n'affiche plus rien. Donc voilà, donc ici, donc juste pour savoir que les API de Node.js, il y en a beaucoup qui vont s'inspirer déjà. On essaye d'harmoniser entre les API qu'on a au niveau du browser et qu'on peut aussi réutiliser, puisqu'on est ici dans JavaScript et le moteur de JavaScript, on avait vu que ça utilise intensivement donc là les timers. Et les timers, c'est donc si vous vous souvenez, c'est pour ne pas bloquer la boucle l'event loop. Et donc pour ne pas bloquer l'event loop, très souvent, donc on va exécuter des fonctions set timeout. J'exécute ici une fonction, une tâche ici task. Je suppose que task est défini quelque part. Et ici je mets ici 0. Et donc cette fonction va s'exécuter maintenant, mais comme on avait dit, ça va faire le tour et ça va donc donner la chance à d'autres instructions pour qu'elles soient exécutées. Et alors, donc ici, c'est timeout 0, c'est exactement au niveau de Node.js. Donc on a défini là, c'est set immédiate. Alors je suppose que c'est comme ça, et donc on n'a pas besoin de mettre 0, donc ça va exécuter cette fonction maintenant, mais il va falloir faire le tour pour aller accéder dans la file, prendre la file pour l'exécution. Donc voilà. Alors ici, alors qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de Node.js? Donc alors les premières des choses donc à voir, c'est comprendre un peu au niveau de la documentation, parce que c'est des choses qu'on va utiliser intensivement au niveau quand on développe. Et donc on va trouver, regardez ici, donc là on est dans l'API ici file system, qui va nous permettre d'accéder au système de fichiers. Alors attention ici. Donc, Node.js est multiplateforme. Ça veut dire que ça fonctionne sur Windows, Linux et Macintosh et Raspberry Pi, etc. Et donc, alors, les systèmes de fichiers peuvent être différents. Et donc, pour pouvoir harmoniser tout ça, il faut quand même utiliser, enfin, être méticuleux dans l'accès au système de fichiers. Et donc, derrière, Node.js va prendre, donc le code qu'on va écrire en général il va être le même, mais donc quand on va mettre des chemins, etc., il faut faire un peu attention. Mais dans la plupart des cas, donc quand on fait des opérations I/O, input, output, accès au fichier par exemple, le système de fichiers, donc on va avoir les mêmes fonctions sous forme, soit on utilise les promesses, soit on utilise les callbacks, soit on utilise asynchrone. Et donc on va essayer de voir un peu comment accéder, par exemple, lire un fichier, et en utilisant les 3 cas. Donc alors je vais commencer par utiliser le cas synchrone, et après on verra le cas callback et le cas avec les promesses. Et ça va se répercuter sur plein d'API. Donc ici, alors, je veux lire un fichier, donc lire, c'est read, et un fichier, c'est read file, et donc ici, vous voyez que je suis dans promise. Donc si je veux l'exemple pour callback, c'est ici,
Et donc, vous avez les trois cas. Alors, moi, je vais le faire directement et vous allez voir après. Donc, alors, je vais effacer tout ça. Alors, je vais utiliser donc l'API File System. Et cette API, donc le module File System. Et donc, il faut l'importer, const fs. Vous l'appelez comme vous voulez ici. Je l'appelle fs égale require. Et require, c'est une fonction qui me permet de lire, enfin de charger le module. Alors, le module ici, il s'appelle fs. Voilà, donc le fait de faire ça, donc ça va me donner ici un objet fs. Et si je écris fs.readFile, eh bien, vous voyez ici que j'ai readFile 5 et readFile. Alors, vous avez aussi readDire, et donc répertoire, etc. Donc ici, moi, je veux lire un fichier de manière synchrone. Et donc, alors, la chose qu'il me demande ici, c'est le path. Alors, je vais lui dire de me charger le fichier qu'on est en train d'écrire, c'est-à-dire app.js, pour le moment, .js. Et je vais lui dire, alors, ben, c'est tout. Hein. On peut lui passer un deuxième paramètre, c'est les options. Et dans les options, vous avez, il s'agit d'un objet, hein, dans lequel vous pouvez mettre l'encodage, hein, encoding, etc. Donc, alors ici, je ne vais pas le mettre. Et donc, puisque c'est synchrone, donc je peux récupérer directement le contenu, content, du fichier. Et ça veut dire que ici, ça va bloquer. Donc, cet appel ici de cette fonction va bloquer jusqu'à ce qu'on lit le fichier complètement. Donc, ici, bien sûr, il s'agit d'un fichier dans lequel il y a 3 lignes. Mais si vous avez 65 000 ou 100 000 lignes, ben, il faut savoir que vous allez bloquer pendant cette lecture et ça va prendre beaucoup de temps. Hein. Donc, ici, maintenant, je fais tout simplement console.log, donc content. Et j'affiche le contenu. Et là, pour exécuter, voilà le contenu. Donc, vous voyez que le contenu ici, il s'agit d'un buffer. Et si vous allez dans la documentation, vous allez avoir un buffer. Donc, c'est une structure qui permet, donc, c'est une structure de stockage, si vous voulez. Et cette structure, donc, je peux ici donc, la convertir en chaîne de caractères. Donc, donc, les données sont enregistrées sous format binaire. Donc ici, si je lui dis toString, eh bien, il va m'afficher le contenu. Vous voyez que le contenu const fs égale require. C'est exactement les 3 lignes que nous avons ici. Alors, bien sûr, le toString que je fais ici, ben, je peux le faire si je veux ici, .toString. Et donc là, je suis en train de lire le contenu de ce fichier, je l'affiche. Voilà. Et si je réexécute, ça va donner exactement pareil. Vous voyez que ici, ça a changé, puisque je viens de changer le code. Alors là, c'est l'utilisation de la fonction synchrone. Alors, synchrone. Donc si maintenant, je fais pas, j'enlève le sync, ici, le suffixe sync, eh bien là, j'ai plus le droit d'écrire ça. Hein. Et puis, de toute façon, donc ici, ma fonction, elle est asynchrone. Et donc, le fait qu'elle soit asynchrone, elle va s'exécuter. Et à un moment donné, quand les données arrivent, eh bien, je vais avoir une callback qui va être appelée. Alors, les callbacks, la plupart du temps, ils ont le même format. Donc, ici, vous avez ici, le premier paramètre, c'est l'erreur. Et donc, quand il y a une erreur, ça va être donc le premier paramètre parce que c'est readFile qui va appeler ma callback que je lui passe. Et le deuxième paramètre, ce sont les données data que je suis en train de lire. Et bien après, donc ici dans ma fonction, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, c'est là, on va mettre ici console.log et ici, donc je vais console.log data.toString. Et là, je vais convertir parce que ça va être un buffer comme tout à l'heure. Et je fais ça, et bien, vous voyez que ça me donne exactement le même résultat. Alors, si, par exemple, je fais ici une erreur, et bien, ici, ça va générer une erreur. C'est logique ici. Il me dit ici data.toString, je ne sais pas comment, ce que c'est que ça. Ici, console.log, parce que ici, il y a une erreur. Et donc ici, logiquement, ben, il faut faire ici if error. Alors, donc ici, on lui fait console. Alors ici, s'il y a une erreur, ouais, console.log
ou point error, donc pour qu'on soit, même si ici au niveau de l'affichage il ne va pas m'afficher ça correctement, donc ici error, on va afficher l'objet error, et là je vais mettre ici un else, et je formate mon code. Alors voilà. S'il y a erreur, j'affiche l'erreur, sinon ben, j'affiche le contenu qui a été chargé. Donc dans mon cas ici il va y avoir une erreur, et vous voyez il s'agit, donc là il m'affiche correctement les choses, no such file or directory open, etc. Donc il n'a pas trouvé. Et bien, sinon, donc ici à ce niveau, donc on peut développer tout ça et on peut mettre ici. Alors je prends tout ça, hop, et je le mets ici. Et mon erreur ici, il s'agit d'un objet que j'affiche ici. Et vous voyez qu'il s'agit d'un objet JSON. Alors ici, donc, je peux faire ici point code, etc. Donc, j'affiche uniquement le code. Je n'ai pas besoin, vous voyez ici, là, j'affiche uniquement le code. Je peux faire autre chose. Hein. Voilà. Donc ici, ça, c'est l'appel asynchrone. Et ça, c'est donc ici ce qui est conseillé de faire. Donc, sync, le premier exemple qu'on a vu tout à l'heure, ça peut être valable dans certaines situations. Quand le fichier ou la ressource à laquelle vous accédez est très légère, très petite, mais si le fichier est grand, donc vous allez avoir des problèmes. Donc ici, ça c'est le deuxième cas, et il nous reste le troisième cas, c'est le cas des promesses. Alors pour le cas des promesses, comment ben ici, juste donc, au niveau de l'importation, parce que c'est une évolution, les promesses n'existaient pas avant. Et donc ici, mais quand on importe, il faut faire ici fs/promises. Alors le fait de faire ici fs/promises, et bien ici fs.readFile. Donc là, il va même plus me proposer readFile 5, hein, parce que là, forcément, on est dans le mode asynchrone. Et donc ici, quel fichier je veux lire, donc il faut que je lui donne le path, le chemin, et donc ici c'est a.js. Alors ici, bien sûr, donc ici je suis en train de lire ce fichier, mais on peut lire n'importe quel fichier. Hein. Donc ici users.json, on peut créer un fichier users.json qui va contenir des objets. Et donc mes objets, donc alors ici JSON, il faut absolument mettre les guillemets et deux points, et là ID, alors ici 1 virgule alors name, deux points, et donc ici toto virgule, je fais une copie, j'enlève ça, ID 2, et ici le nom c'est fille. Et donc mon fichier, au lieu de lire maintenant point 1, je vais lire le fichier qui s'appelle ici users.json. Voilà. Et alors, après avoir lu ce fichier, je continue ici .then. Alors then, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, je lui dis, s'il te plaît, exécute-moi cette fonction console.log. Donc, si je fais ça, vous voyez, encore une fois, donc il m'envoie ici un buffer. Et bien sûr, donc c'est exactement comme dans le cas des callbacks ou de la lecture synchrone. Toujours après une lecture, donc la lecture et le contenu qu'il va lire, il va le mettre dans un buffer. Et maintenant, si donc vous avez du texte, eh bien vous convertissez ça en texte. Alors ici, je lui dis donc, s'il te plaît, ce que tu vas lire. Donc ici, je vais appeler ça file. Et je veux que tu me retournes ici la version string. Donc ici, to string, string, et puis je peux continuer. Alors là, quand je fais ici ça c'est return, hein, je retourne, et donc ça va être encore une promesse automatiquement. Et donc là je lui dis console.log, et là il va m'afficher le contenu, vous voyez le fichier, le contenu, et ça c'est le contenu qu'il affiche ici, c'est du texte, et donc si je veux que ça soit du JSON, eh bien, je lui dis encore F, hein, ou je vais maintenant appeler ça, bon, je garde toujours F, hein, le paramètre, c'est le contenu, hein, contenu, ici, c'est du texte, ici, et là, je lui dis JSON.parse, et je vais parser le F, et je continue, .then,
.then, et là, je lui dis console.log. Et on verra que ici, ce qui va changer, c'est les couleurs. Hein. Et donc, vous voyez ici, maintenant, il prend ça, il considère ça comme un objet, un vrai objet JavaScript. Et cet objet, ben, vous pouvez le manipuler. Hein. Donc ici, si je lui dis ici, donc là, je récupère ici, ce sont mes users. Et donc ici, je lui dis, je veux que tu me retournes maintenant, je sais pas moi, donc ici, users.map, et pour chaque utilisateur, je veux que tu me retournes, pour chaque objet utilisateur, je veux juste son nom, c'est u.name. Et donc finalement, je vais avoir un tableau qui va plus contenir des objets, mais qui va contenir tout simplement les noms Toto, Fifi. Hein. Et donc ici, je continue parce que là, je fais encore un return. Et donc ici, .then. Et là, je lui dis console.log. Et je vais avoir le Toto et le Fifi. Alors, il y a un problème. Then is not defined. Alors, c'est pas then, ouais. Then is not defined. Pas comme ça, then, c'est .then. Voilà. Et voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai un tableau qui contient Toto et Fifi. Donc voilà. Donc ici, alors bien sûr, ici, j'ai pas traité les erreurs. Et si ce fichier n'existe pas, et donc ici, si je fais ça, eh bien, ça va m'envoyer une erreur. Et donc, en général, ici, il faut faire ici un .catch. Donc, alors, je lis le fichier ici. Et là, .catch. Si jamais ce fichier n'existe pas, eh bien ici, je fais ici console.error. Et juste le fait de faire ça, ça va devenir, alors ici c'est où? Ça n'a pas arrangé les choses, donc ici, bon, ça a affiché l'erreur ici, mais de manière beaucoup plus clean. Hein. Donc ici, parce que là je lui dis console.error, mais je peux donc afficher, donc s'il y a une erreur, hein, et donc je lui dis de m'afficher console. Alors je vais utiliser log, hein, log err.code. Et donc on verra qu'il va nous afficher uniquement. Alors non, il n'a pas affiché. Si, il a affiché uniquement le code. Alors syntax error, undefined is not valid. JSON, ouais. Donc parce que je continue ici. L'erreur suivante ici, c'est après les then que j'utilise ici. Hein. Donc ici, le fait d'avoir ça, ben, il faut à la fin, donc ici, .catch, alors ici, encore erreur, s'il y a des erreurs, et donc ici, console.log, code. Hein. Bon, c'est pas ce qu'on va faire dans la vie réelle, mais c'est juste pour vous montrer. Donc ici, vous voyez ici, error, et donc ici, c'est juste undefined, parce qu'il ne connaît pas, donc le fichier ici, f, etc. Et parce que je n'ai rien retourné ici. Hein. Donc voilà. Alors ici, voilà la version JSON, plutôt basée sur les promesses. Maintenant, nous, avec Node.js, eh bien, on veut vraiment donc se concentrer sur la création d'applications. Et donc, les applications qu'on va créer, surtout les applications web, on va se concentrer sur les applications web. Alors, comment on va faire? Eh bien, quand vous allez à la documentation Node.js, donc, depuis 2009, si ma mémoire est bonne, donc ici vous avez ce About, et dans ce About on vous montre cet exemple, parce que c'est vraiment la révolution. Donc Node.js, ça va nous permettre de créer des serveurs web, des applications web basées sur ce serveur web, et donc il y a un module qui s'appelle HTTP. Et si vous allez à la documentation, ben vous avez HTTP, HTTPS et HTTP2. Donc HTTP, HTTP2, et donc c'est-à-dire qu'il prend toutes les versions, en charge toutes les versions de HTTP, et puis aussi de HTTPS. Donc si vous voulez écrire donc une application web, eh bien tout simplement const, et donc je vais utiliser la bibliothèque HTTP égale require. Et là, j'utilise la bibliothèque HTTP. Alors, je ne vais pas utiliser la version Promise, mais je vais utiliser la version Callback.
Et ici, donc, il n'y a pas de... c'est impossible d'utiliser la version 5. Il n'y a pas de version synchrone. Hein, donc, c'est pas possible. Et donc, ici, voilà. Après const, je vais créer un serveur égal. Et là, le HTTP que j'ai importé ici, il s'agit d'un objet. Et donc, il y a une méthode qui s'appelle createServer. Alors, createServer, donc, il admet des paramètres, parmi lesquels, donc, il y a un paramètre ici, c'est ce qu'on appelle ici requestListener. Alors, requestListener, donc, listener, c'est une fonction, hein, un listener, écouteur. C'est une fonction. Et vous voyez que c'est facultatif. Avec le point d'interrogation, c'est facultatif. Et puis ici, le mot-clé request, ça veut dire que c'est une fonction qui va être exécutée à chaque fois qu'il va y avoir un événement request. Et donc, au lieu de... Moi, je préfère toujours séparer les choses. Je crée mon serveur et après, je reviens et je mets ici server.on parce qu'il s'agit d'un événement. Quel événement? C'est l'événement request. Quand il y a une requête, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, je veux que tu m'exécutes ici le request event. Donc ici, le request event, le request listener. Donc le request listener, il a cette forme rec, virgule res. Et ici, le corps de ma fonction, qu'est-ce qu'on veut faire quand il y a une requête qui arrive? Voilà, donc ici, on va faire ce qu'on... Alors ici, rec, on verra qu'il s'agit de la requête, un objet qui représente la requête. RS, un objet qui représente la réponse. Il faut bien se mettre dans la tête qu'on est dans un contexte web. Il y a un client qui va se connecter à notre serveur et qui va faire une requête. Et notre serveur va répondre à ce client en envoyant un objet response. Et bien sûr, ici, quand la requête arrive ici, cet objet serveur, eh bien, il va mettre ici, il va me créer donc un objet request en fonction des informations qu'il a reçues au niveau de la requête. Et bien sûr, un serveur, pour qu'il puisse fonctionner, ben, il faut le démarrer. Et donc, pour le démarrer, donc, on utilise la méthode listen. Et donc, vous voyez ici, listen, il a des paramètres. Par défaut, il y a port. Et puis, donc, la valeur par défaut, c'est... Donc, vous pouvez donner un nombre ou un definite. Le host name, bon, lui aussi, il est facultatif. Et puis, un listener. Donc, parce que la méthode ici, c'est listen, c'est écouter. Donc, quand le serveur démarre, eh bien, il va exécuter cette fonction si on veut l'utiliser. Donc, alors, je vais lui dire ici d'écouter sur le port 2000. Là, c'est le premier paramètre. Et je vais omettre le deuxième paramètre ici, le hostname. Vous voyez que celui qui est en bleu. Et là, je vais mettre ici juste une callback. C'est-à-dire, je suis en train d'écrire le troisième paramètre ici. Et il va le détecter parce qu'il s'agit d'une fonction. Hein. Parce que le deuxième, ça doit être une chaîne de caractères. Et donc ici, le troisième, c'est une fonction. Vous voyez ici le forme void. Et donc ici, c'est-à-dire que si vous ne le faites pas, il a une valeur par défaut. Et cette valeur par défaut, il ne fait rien du tout. Et donc moi, je vais lui dire ici console.log. Et puis server listening at port 2000. Voilà, donc ici mon serveur démarre et donc ici si je fais ça, vous voyez ici, donc il m'écrit le message server listening at port 2000, voilà, et je peux d'ores et déjà aller me connecter à mon serveur. Et donc pour se connecter, j'écris localhost, on a utilisé le port 2000 et là, hop, là, ben, c'est bien. Donc ici, regardez, ça mouline. On a envoyé une requête, c'est bon. Donc on peut vérifier qu'on a vraiment envoyé une requête. Je stop et je restart. Alors, est-ce que... Donc c'est localhost 2000. Voilà. Donc j'envoie ma requête. Alors pourquoi il m'affiche tout ça ici? Je supprime tout ça. Voilà. Donc voici ma requête. Il s'agit d'une requête qui a des entêtes, etc., que le serveur a bien reçu, mais malheureusement, il n'y a pas encore de réponse. Vous voyez, je n'ai que la request et il n'y a pas de réponse. C'est logique parce que ici, je n'ai pas envoyé de réponse. Alors, pour envoyer une réponse, c'est res.end. C'est une méthode. Alors, il y en a plein d'autres méthodes qui permettent d'envoyer des données.
vers le client. Mais celle-ci, donc ici, on va lui dire OK. Mais donc, alors, si je reviens ici, j'essaye, ben, il va toujours pas envoyer parce qu'il va falloir que je stoppe et que je start, hein, le serveur. Comme ça, il va savoir que j'ai fait des modifications. Et là, on voit très bien qu'il nous a envoyé ici un OK. Alors, OK. Voilà. Ça veut dire qu'il a reçu le message. Voilà. Donc ici, voilà, c'est très simple ici. Bien sûr, ici, je peux envoyer du HTML, H1, hello, Node.js, hein, Node.js. Et je ferme ici le H1 et je stop et je start et je reviens ici. Voilà, donc vous voyez qu'il a compris qu'il s'agit de HTML. Et donc ici, dans les response header, on voit très bien que le serveur n'a pas exactement dit au browser qu'il s'agit de HTML, mais le browser, donc il est, on va dire, intelligent, donc il a découvert que c'est du texte et qu'il y a des balises, eh bien, il a considéré que c'est du HTML. Mais on peut forcer le browser, donc lui dire que ça c'est du HTML. Et donc pour ça, c'est au niveau de la response, donc on peut aller dire response.setHeader. Et là, on va envoyer une en-tête. On va appeler ça, enfin, on va l'appeler. Donc, on va utiliser content type. Content type. Et le content type ici, ça doit être du texte slash HTML. Donc, le type MIME pour HTML, c'est ça, texte slash HTML. Je stop et je restart. Et si je reviens ici, ben, ça va être toujours pareil. Mais au niveau de ici de la request, on va trouver ici content type text slash HTML. Et pour mieux voir, donc on peut lui dire non, je veux pas que tu affiches ça comme du HTML, mais je veux que tu l'affiches comme du texte. Et donc là, je stop encore une fois et je start. Et je reviens ici. Voilà, donc vous voyez que le browser, il a obéi. Donc parce que je lui ai dit que ça c'est du texte, ne considère pas ça comme du HTML. Et donc on peut envoyer ce qu'on veut. Donc par exemple, je peux envoyer les users ici. Et donc les users, donc ici alors pour envoyer les users, ben, il faut les charger. Donc ici fs égale require fs. Et je vais faire ici const users. Alors je vais faire un peu les choses d'un coup, hein. Donc égal json.parse. Je vais parser quoi? Eh bien, je vais lire le fichier. Alors bon, je vais faire les choses séparées comme ça, vous n'allez pas const. Donc content égal fs.read file 5. Et donc ici, ça va me permettre d'éviter de faire donc ici des callbacks. Donc users.json. Et donc le contenu qu'il va y avoir ici, c'est un buffer. Et donc je lui dis .toString, comme ça va devenir une chaîne de caractères. Et ce content, eh bien je vais le parser ici, content, avec JSON. Et là, user, ça va être un objet JSON. Alors ici, j'ai fait, bon, j'ai même pas besoin de le parser, mais qu'est-ce que je dis là? J'ai même pas besoin de le parser. Donc ici, je vais tout simplement commenter cette ligne et je vais appeler ça users directement. Et là, on va envoyer nos users ici, puisqu'il s'agit d'une chaîne de caractères, users. Et je stoppe maintenant mon serveur, je le restart. Et si je reviens ici, vous voyez que je vois mes users. Bon, c'est le fichier, mais pour lui ici, c'est du texte, hein. C'est du texte. Alors je vais lui dire maintenant, non, ça c'est content type, c'est du JSON. Et donc je lui dis application/JSON. Et j'enregistre, et je stop, et je start. Et je reviens ici. Alors ici, donc il va comprendre que c'est du JSON, mais je sais pas si j'ai une extension pour JSON. Alors on va l'installer. Et donc comme
Ça, vous allez là, alors, extension, alors c'est pas ici, alors de ça, merci, j'ai pas besoin de ça, donc, extension, et on va chercher JSON format, voilà, ça. Non, je sais pas s'il est installé, donc il n'est pas installé, je l'ajoute. Et ça va nous permettre de activer la... merci. Ouais. Et donc alors, on était où? On était ici. Donc si j'actualise maintenant, vous voyez que ça va. Donc alors la valeur par défaut qu'il a reçue, c'est ça, c'est REO. Et donc quand il a détecté l'entête, parce que ça, ce qui joue ici, c'est cette entête-là. Quand il détecte application/JSON dans la response header, dans un response header, et bien là, il va parser automatiquement et on va voir une forme ici qui est beaucoup plus agréable. Donc je peux voir ici qu'il s'agit d'un tableau qui contient 2 items. Et voilà, et voilà, et voilà. Et ça, c'est pratique parce que après, donc on va utiliser des librairies comme JSON placeholder, place, qui est très utilisé, par exemple ça. Alors, CTRL A, CTRL C, CTRL V. Alors pourquoi il me fait ça? JSON placeholder. Donc ici, HTTPS, bon, JSON placeholder.cp code. Ah, il n'arrive pas à trouver le nom de domaine. Ok. Donc c'est que juste ici, donc je fais ça comme ça, voilà. Donc ici, donc du JSON, donc pour qu'il puisse m'afficher ça comme ça, bah, il faut que j'ai une extension, sinon il va m'afficher ça comme ça tout noir, c'est pas très élégant. Comme ça, je peux regrouper, savoir que j'ai 100 items sans avoir à scroller pour aller jusqu'à la fin. Voilà. Alors ici, donc voilà, j'ai lu le fichier et donc je lui dis que donc ça c'est le serveur, set header, etc. Alors imaginez maintenant qu'au lieu de lire ce fichier qui est un fichier JSON et de l'envoyer, ben, je peux par exemple ici créer un fichier que je vais appeler index.html et donc c'est un fichier ordinaire. Hein. Donc ici, je crée du contenu, donc ma page. Et dans ma page, on va créer un H1, bonjour, Node.js. Voilà. Et donc, je veux maintenant, quel que soit ce que va écrire l'utilisateur ici, quel que soit ce qu'il va écrire dans le path, eh bien, vous voyez que ça m'envoie toujours la même chose. Eh bien, je vais lui dire de me charger ce fichier index.html. index.html et donc ça va être ici c'est le content et ce content ici c'est ce content que je vais envoyer ici, content, et bien sûr ce content c'est pas du JSON, je le laisse libre de choisir comment il va m'afficher ça. Donc si je fais ça maintenant, vous voyez, bonjour Node.js, je suis en train de lire ce fichier. Bon, donc ici, ma page ici, je peux ajouter du contenu, un fichier CSS, etc. Donc ici, si je mets ici, alors pas style, donc link, et là j'ai un fichier style.css. Alors quand je fais ça, et je reviens ici, eh bien, alors, il faudrait que j'arrête. Et je redémarre. Qu'on voit ici, vous voyez style.css. Donc ici, il a 200 OK, mais c'est quoi ce style.css? Et donc, si on va aller voir le contenu ici, bien c'est exactement ma page ici. Vous voyez là. C'est exactement la page parce que toutes les requêtes que je fais, eh bien, ils vont me charger le même fichier, ça, index. Chaque fois que je fais une requête, eh bien, il va me charger ce fichier. Alors, il faut voir que après, ben, il faut mettre ça. Quel est le fichier que je vais envoyer? Eh bien, c'est un fichier qui doit être chargé à ce niveau. Quel est le nom du fichier?
eh bien, on peut mettre ici CTRL X et je vais mettre ici, allez, donc path. C'est le chemin vers le fichier qu'on va charger. Et ce chemin, donc ici, je vais mettre ici, alors pas const, on va mettre let path égale. Et je vais mettre ce chemin ici. Alors ici, ça va rien changer par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est juste, j'ai juste déplacé ma fonction, donc ça va toujours fonctionner. Mais pour les styles, toujours, bien sûr, ça charge le même fichier. Hein. Moi, je veux qu'il me charge un fichier CSS, bien sûr, qui n'existe pas pour le moment. Mais, donc, je veux qu'il me charge ce fichier. Alors, comment on va faire pour lui dire de charger le fichier en fonction de ce qui est demandé ici au niveau de l'URL. Hein. Alors ici, alors comment on va faire? Donc ici, donc le path par défaut c'est index.html. Et donc si on demande un autre fichier, comment on va faire pour le récupérer? Donc ici, je vais enlever cette ligne. Et bien, pour ça, donc ici, je vais faire juste un console.log rec, la request ici, la request.url. Et je vais stopper et je vais redémarrer. Et donc, en exécutant ici, on va voir ici qu'on a demandé slash et on a demandé style.css. Si j'écris ici slash blablabla, et puis bien sûr il faut faire entrer. Vous voyez ici le blablabla et style.css et favicon.ico. C'est pas moi qui l'ai demandé, c'est le browser qui le fait de manière automatique. Et donc ici favicon.ico, c'est le nom par défaut de cette image que vous avez ici. Et donc quand il ne le trouve pas, même si ici on a 200 OK, parce que le serveur ici pour moi il répond la même réponse pour tout ça, pour style, pour ICO, etc. Donc ici logiquement il faudrait qu'il fasse la différence entre les chemins que je mets ici. Si je mets style, si je mets favicon, etc., eh bien il faudrait qu'il puisse répondre différemment. Bien sûr, plus tard, là je suis en train de vous montrer un peu, donc en utilisant juste quelques éléments autour du protocole HTTP qu'on connaît déjà un peu, et donc voir un peu les différents éléments qu'on peut utiliser au niveau de Node.js. Alors ici, pour lui dire par exemple si le chemin est autre chose que slash, eh bien il va essayer de me donner un nom, si le nom ici se trouve, le path que je mets ici, si ça correspond à un fichier qui se trouve ici, eh bien qu'il me l'envoie. Alors pour ça, c'est au niveau de fs, donc on peut lui dire ici if, alors fs.exist, alors une fonction exist, et vous voyez qu'il y a la version 5, et donc je lui dis est-ce que ce fichier, alors quel fichier ici? Eh bien, on va lui dire, regardez le chemin, parce que ici je connais le chemin. Et donc ici, je suis où? Alors, je suis où? C'est ici. Je lui dis, alors ici, souvenez-vous, donc ici, underscore, est-ce que c'est bien underscore. Et donc je lui dis dear name, plus, et je vais ajouter un séparateur. Alors là, je mets slash. Alors, je suppose ici que ça va marcher aussi dans Windows. Ça va marcher, mais donc il vaut mieux donc ici utiliser quand on va travailler avec des chemins. Il y a une librairie qui s'appelle un module qui s'appelle path qui me permet de travailler indépendamment des systèmes de fichiers. Ça me permet de créer des chemins, etc. Mais pour le moment, on va faire les choses manuellement. Donc le nom du dossier plus, et on va ajouter ça. Alors ici c'est pas la peine de mettre ici le slash puisque ça va fonctionner, hein. Dear name, et puis j'ajoute puisque vous avez le slash ici, et donc on a dit c'est rec. Alors ici c'est pas ici, mais il faut entrer à l'intérieur, il faut que je déplace ça à l'intérieur ici, rec.url, c'est à dire ce qu'on affiche ici dans là.
Et donc ici le nom du dossier. Et voilà. Donc si ce fichier existe, alors je vais changer cette variable ici, path. Et cette variable path, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais mettre ici path égale. Et là, je vais ajouter un point parce que ici, remarquez qu'il doit y avoir un point. Et puis, j'ajoute juste directement le nom que j'ai ici. Donc ici, point, plus, et je vais ajouter, donc rec, point, URL. Et ça va changer. Alors ici, donc bien sûr, je vais stopper. Alors, c'est pas là. Je vais stopper, je vais démarrer. Et je reviens ici et je fais ça. Alors, il y a un problème. C'est bien. Quand il y a des problèmes. Alors ici, donc, illegal operation on directory read error. Alors, c'est où ça? Ligne 300. Alors, listing on porn, internal. Alors, quelle erreur j'ai ici? Donc, on regarde un peu. Alors, je lui dis, si file exist sync, de dir name plus, alors, dir name, le répertoire dans lequel nous sommes, plus rec.url. Voilà, path égale la variable path égale plus rec plus url. Alors je lui dis ici de me loguer ici ma variable path. Je redémarre, j'essaye et donc alors ici il m'envoie toujours la même erreur, mais ici donc il m'a logué, on voit très bien point slash rec.url. Ok, donc ici je fais abstraction de tout ça et je restart. Alors ici déjà il y avait des erreurs. Alors bon, donc je réessaye. Voilà, donc là ça marche. Et donc point slash html. Ça c'est le path. Mais l'URL c'est plutôt rec.url. Rec.url. Et je stop. Et je start. Et j'essaye. Et je reviens. Et donc alors ici, rec.url slash pour index, pour style, le fichier que nous avons attaché ici. Hein. Et puis celui-ci qui est envoyé automatiquement. Donc alors ici, qu'est-ce que j'ai fait ici? Plus rec.url. Bon. Alors je vais remettre, alors ici, puis je reprends l'expression que j'ai écrite ici, path. C'est-à-dire ça. Et qu'est-ce que ça m'envoie là? Alors, point slash plus. C'est pas des choses qu'on va faire après, mais donc ici, on est en train d'expérimenter pour voir comment on peut récupérer des choses, etc. Donc là, ça pose pas de problème. Vous voyez, il y a deux slash là. Alors, parce que j'ai mis deux slash. Donc, OK. Donc, CTRL S. Voilà, donc ici, path, read file, ok. Ah, ok, donc là, je vois pourquoi ça fait... Alors, donc je restart, et j'essaye. Tac. Donc là, c'est bon. Alors, style.css, c'est bon. Alors, donc ici, je remets ça. If fs.exist. Alors, si le fichier existe, de dir name plus rec.url. Ok, donc alors ce que je devais ici afficher, c'est ça plutôt. C'est ça qui... CTRL-C. Tac, tac.
CTRL-C, CTRL-V, je recommande ça, j'arrête mon programme, je le redémarre, je réessaye, et je vérifie. Donc, user, tac, 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 tac. Là, le chemin est bon. Pourquoi il me fait ça, alors? Donc, alors, on fait ça, on remet. Et donc, si le chemin existe, alors, pourquoi je fais ça? Donc, le chemin, donc, je mets un chemin absolu, hein, CTRL-C, path égale chemin absolu, comme ça, on dit name plus 1. Et là, quand je lis le path, eh bien, c'est tout ça. Alors, logiquement, ça devrait fonctionner. CTRL-C, j'essaye. Allez, s'il te plaît, ça marche toujours pas. Alors, pourquoi? Illegal operation on directory read. Ah, c'est quoi ça? Anonymous. Illegal operation. Ah, c'est déjà dans quelle ligne? .js 11. C'est ici. F1read. Donc ici le path. Et donc ici le chemin. Il ne peut pas le lire. Oh, qu'est-ce que je fais? Donc ici, si le chemin existe. Bon, je suis en train de compliquer les choses. Mais c'est pas grave. Donc ici, si le chemin existe, alors ben c'est bien. De toute façon, tout ça c'est bien parce que on verra après donc qu'on va pas travailler, on va rarement travailler directement avec HTTP, sauf dans des cas exceptionnels. Donc ici, donc je fais abstraction de tout ça. Hein. Donc ici, j'enlève tout ça et je peux donc tout simplement garder le contenu comme on a fait tout à l'heure. Donc ici path, et si je redémarre, hein, et on peut le faire très simplement. Donc ça c'est juste, donc voilà. Et donc dans ma page ici, donc par exemple, on peut continuer, par exemple, ajouter un formulaire, form. Et dans mon formulaire, on peut mettre ici ce qu'on veut, blabla, mais dans action, ça n'a aucune importance. Parce que ici, on vient de voir que quelle que soit la requête que vous faites, ça va vous emmener vers ce formulaire. Et donc ici, dans mon formulaire, je peux ajouter ici une méthode. Et là, c'est pour faire la différence ici. Donc, je vais lui dire d'utiliser la méthode post. Et on peut continuer, par exemple, utiliser AncType et lui dire multipath form data. Et là, avec ça, on peut envoyer carrément des fichiers, etc. Donc ici, si je... dans mon formulaire, donc on peut ajouter un input de type texte. Et donc ici, name égale... allez, donc on va mettre name égale name. Placeholder égale name. Et je vais mettre ici un BR. Alors je fais une copie et bon, on peut mettre ici un fichier si on veut. Et là donc on va mettre ici, je sais pas moi, CV. Et donc placeholder ici n'a aucune importance. Et là je vais ajouter ici un bouton pour envoyer mon fichier. Alors ici, c'est juste pour qu'on puisse faire une méthode, enfin une requête avec la méthode post. Bien sûr, donc il faudrait que je redémarre mon serveur. Donc je stop et je start. Et donc là ici, je vais redémarrer. Donc vous voyez que j'ai un formulaire ici. Et donc là, on peut écrire ici le nom, etc. Je charge un fichier. Alors un fichier, donc voilà, je prends ça. Et donc ici c'est un fichier SVG, on s'en fout. Et donc j'envoie et ça me remet toujours ici à ma page. Alors pourquoi? Parce que quel que soit le type de requête que je fais, ici, eh bien ça m'envoie toujours le même fichier index.js. On peut faire maintenant la différence. Je peux lui dire si la requête.méthode est égale à post. Alors si la méthode est égale à post, alors je fais quelque chose.
Sinon, else, je fais autre chose. Et donc, le autre chose que je fais, c'est ça. Alors, je envoie ça ici. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Ici, si la méthode est post, eh bien, on peut tout simplement envoyer une réponse. Et cette réponse, ben, on va tout simplement envoyer maintenant pour le moment post. Comme ça, on va savoir qu'il s'agit d'une requête post. Alors, je stop et je start. Et donc ici, là, quand je fais ça, je fais une requête get. Et on peut aller la voir ici. Donc, il s'agit d'une requête, si vous allez vers les headers ici, il s'agit d'une requête get. Quand je clique, enfin, j'ajoute ici mon nom, j'ajoute mon fichier et je fais envoyer. Là, la requête que je viens de faire, c'est une requête post. Et vous voyez que la réponse ici que j'ai obtenue, c'est post. Alors, maintenant, je peux aller, si je veux récupérer le contenu qui a été envoyé, eh bien, il va être envoyé dans la requête. Et bien, si je veux récupérer ce contenu, eh bien, je peux ici envoyer ce contenu. Alors, ça peut, donc on peut deviner, dire, allez, c'est response.body, parce que le contenu dans une requête post est envoyé dans body. Et donc ici, alors si je restart ici mon serveur, CTRL-C, je restart, et je réessaye ici. Alors là, j'envoie Toto. Là, j'ai fait une requête get maintenant. Et là, quand j'appuie sur le bouton envoyer, ça va être post. Et donc, vous voyez que body, il n'y a rien du tout. J'ai reçu une réponse, mais dans la réponse, the request has no response data available. Donc, il n'y a pas de réponse qui a été envoyée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas récupéré ces données qui ont été envoyées. Alors, pour les récupérer, eh bien, ici, au niveau de la requête, eh bien, comment on fait? Il faut savoir qu'une requête ici, les données, imaginez que vous êtes en train d'envoyer un fichier qui compte, je sais pas moi, un film, ou une vidéo, une grande image, etc. Ben, ça peut être envoyé dans plusieurs morceaux. Et donc ici, alors on va faire ici la requête. Donc il gère ce qu'on appelle les streams. Et donc ici, request on, quand il y a des données, eh bien, ces données, ils vont être envoyées sous plusieurs formes de plusieurs morceaux. Ces morceaux, on les appelle des chunks. Et ces chunks, alors qu'est-ce qu'on va faire avec ces chunks? Eh bien, je vais le mettre dans une variable temporaire. Donc ici, je crée une variable. Donc, je vais appeler ici, donc je vais mettre ici un tableau, const data égale. Et donc là, je vais mettre un tableau vide. Et à chaque fois qu'il y a un chunk, eh bien, je vais mettre ici data.push. Je vais ajouter ce chunk dans ce tableau. Chunk. Je vais ajouter ça dans ce tableau. Eh bien, à chaque fois qu'il y a des données, eh bien, je les ajoute dans ce tableau. Et rec, quand il n'y a plus de données, on. Et donc, quand il n'y a plus de données, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ici? End. L'événement maintenant s'appelle end. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on va envoyer la réponse. Alors ici, c'est à ce moment-là qu'on va envoyer cette réponse. Donc ici, je fais couper et je colle. Et bien sûr, ici, je ne vais pas envoyer ça. Je vais envoyer ce tableau ici, data, que je dois sérialiser. Il s'agit d'un tableau. Eh bien, je vais utiliser la méthode join. Ça permet de joindre un tableau. Je lui dis de joindre ça avec une chaîne vide. Donc, tous les éléments du tableau, ça va être joint. Et puis, donc, ça va être un buffer. Hein. Donc, ici, je lui dis point to string, encore une fois, pour que ça soit une chaîne de caractères. Donc, si je reviens ici et je fais... Alors, ici, il faut que je démarre. Peut-être que c'est pas démarré. Oui, donc, il faut que je démarre. Et donc, ici, voilà. J'envoie ici Toto. Je choisis mon fichier et je fais envoyer. Alors, il y a une erreur. Encore une fois, une erreur. Chunk data.push chunk. Donc, ici, c'est chunk. Et donc, CTRL-C pour arrêter, redémarrer. Et je restart encore une fois. J'envoie ici Toto, je choisis mon fichier. On va rester toujours dans le fichier SVG. Voilà. Alors ici, je reçois les données. J'envoie, ici, je fais un ping-pong. J'envoie des données au serveur et il me renvoie ces données. Et exactement avec le format avec lequel ils ont été envoyés dans la requête.
Alors ici, au niveau de la requête, si vous voyez ici dans les headers, eh bien, on a utilisé dans les request headers, puisque ici dans mon formulaire ici, s'il vous plaît, j'ai utilisé ici UncType Multipart Form Data. Alors, quand on utilise ça, Multipart Form Data, eh bien, on va trouver ici, donc Content Type, eh bien, Multipart Form Data. Et ici, puisque multipart, ça veut dire il y a plusieurs morceaux, si vous voulez. Et ces morceaux, chacun, donc on va les séparer par un séparateur, on appelle ça boundary. Et le boundary, donc oui, c'est tiré, 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 WebKit, tac, tac, tac. Bah, ce boundary, il est choisi par le browser. Et donc ici, c'est ce qu'on voit ici, là. C'est ça le boundary, on va le retrouver là. Et c'est ça le séparateur. Et on va le retrouver, donc ici, j'en ai que deux. Et on va le retrouver à la fin, carrément, à la fin. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va prendre ces données et on va le splitter par rapport à cette boundary, boundary. Et les morceaux qu'on va récupérer, ben, ils vont avoir deux parties. L'entête, donc les headers, si vous voulez, et le contenu séparé par une ligne vide. Et donc, ici, qu'est-ce que j'ai envoyé? J'ai envoyé un champ qui est le nom name. Et la valeur que j'ai saisie, c'est Toto. Le deuxième champ, c'est un fichier. Et donc ici, le nom de ce fichier, c'est CV. Et puis, donc, vous voyez qu'il s'agit d'un file name, le nom d'un fichier, donc d'autres attributs de ce fichier. Le nom du fichier, le type de contenu, c'est une image SVG. Et puis, un saut de ligne exactement comme ici. Et puis, voici le contenu de ce fichier. Le contenu de ce fichier. Donc voilà, donc on peut faire des choses comme ça, mais donc ça fait, je pense que ce que je viens de faire ici, c'est juste un exercice donc pour voir un peu que Node.js, c'est tout simplement, vous allez écrire du JavaScript et très souvent vous allez interagir soit avec le système de fichiers, soit donc on peut interagir par exemple ici pour faire des requêtes vers d'autres serveurs, mais on peut créer notre propre serveur ici, le démarrer, comme c'est le cas ici, et les autres vont pouvoir faire des requêtes. Et à chaque fois que j'ai une requête, eh bien, je fais ma cuisine, je peux me connecter à une base de données, etc. Mais on voit très bien que ça va devenir très complexe ici, comme on a vu tout à l'heure pour comment gérer les paths, c'est-à-dire quand l'utilisateur met ici, donc ici un chemin, donc chemin donné, eh bien, il faudrait, quel que soit ce que j'écris ici, vous voyez que ça me mène toujours vers la même page. Et on a essayé tout à l'heure ça n'a pas marché, mais bon, on aurait pu le faire marcher sans problème, mais c'est pas le but ici. Donc il y a des frameworks qui vont nous aider à faire ça, et ça va être l'objet d'un cours suivant, pas dans le cours suivant, donc la vidéo suivante. Ce que nous allons voir, on va voir la notion de module, parce que pour le moment, on a utilisé que les modules qui sont intégrés dans Node.js. Alors, dans le module suivant, on va voir comment créer vraiment une application avec un fichier de configuration d'application, comment installer des modules qui ne sont pas fournis nativement dans Node.js, d'autres modules communautaires, etc. Et donc, voilà. Et après, donc, c'est après ça qu'on va passer à l'utilisation d'un framework, et le framework, ça va être Express, et vous allez voir la puissance surtout pour créer des applications. Bien sûr, Express, c'est un framework pour créer des applications web, et donc vous allez voir que tout ça ici, ça va devenir pour nous bidon, donc il faut jamais écrire du code comme ça. Mais donc ici, comme je vous ai dit, le but c'est juste pour comprendre. Voilà, donc je vais arrêter parce que là c'est trop long la vidéo, donc